Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce lundi, l'actualité est largement dominée par l'affichage de la liste électorale provisoire. Avant la publication dans les différents lieux de vote du pays, elle a été remise ce matin aux partis politiques et organisations de la société civile. C'était au siège de la commission électorale indépendante. Dans ce journal, nous irons à Dimbokro, ancienne boucle du cacao qui a aussi accueilli la célébration de l'indépendance en 1975. Les infrastructures de développement qui ont fait la fierté de Dimbokro sont méconnaissables. La capitale du Hunzi pleure son lustre d'antan. Et puis en République démocratique du Congo, le groupe armé M23 qui affronte le gouvernement dans l'est du pays a annoncé ce lundi qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues demain mardi à Luanda. Kinshasa a confirmé de son côté sa participation. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. On sait depuis ce matin qui sont les 8 761 348 électeurs qui prendront part à la prochaine présidentielle. La liste électorale provisoire est officiellement disponible, mais avant l'affichage dans les différents lieux de vote, elle a été remise aux partis politiques et organisations de la société civile. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kuibiar Koulibaly, a saisi cette occasion pour appeler les parties prenantes au respect de la loi pour tout recours pendant le contentieux. Le témoignage de Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Énième retrouvaille commission électorale indépendante, partis politiques et organisations de la société civile. Au cœur du nouveau face-à-face, la remise de la liste électorale provisoire 2024-2025. Ce fichier, appelé à servir lors du prochain scrutin présidentiel, comporte 8 761 348 électeurs, dont 4 528 554 hommes et 4 232 794 femmes. Sa remise aux parties prenantes du processus électoral ouvre la phase du contentieux. Quand on a décidé d'agir dans un État démocratique, les règles sont que on n'a pas recours à la violence, on n'a pas recours à la menace, on a recours aux voies de droit qu'on se soit même donné. Tout patere legem quam fecisti. Tu souffriras des conséquences de la loi que tu t'es toi-même faite. Faites confiance à la commission électorale indépendante. Si vous considérez que ce que nous avons fait n'est pas régulier, il faut recourir aux voies de droit. Autre point qui invoque des clarifications, l'impartialité de l'institution électorale. Sur ce point, Ibrahim Kuibiar Koulibaly se tient droit dans ses bottes. Nous ne sommes inféodés à aucune chapelle politique. Nous ne sommes l'adversaire de personne. Notre rôle est d'appliquer les règles éditées par la Constitution et les lois de la République. Nous souhaitons demeurer dans ce rôle pour continuer à consolider les bases de notre jeune démocratie. Au titre de la revendication portant nouvelle révision de la liste électorale, le président de la CEI met en avant un calendrier électoral bouclé, ne permettant pas de faire une autre révision avant le prochain scrutin présidentiel. Lorsque on se rencontrait, conscient de ce qu'on n'allait pas faire la révision de la liste électorale en 2025, on a augmenté le nombre de centres d'enrôlement et on a autorisé les mineurs de 17 ans à se faire enrôler en 2024 pour qu'avant la publication en 2025, devenus majeurs, ils puissent s'inscrire. Voilà. C'est tout le sens de notre mécanisme, de notre accord. Les accords ou les conventions légalement conclues entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si vous avez décidé de vous accorder sur des points, mais ces points-là deviennent votre loi. Ce sont ces points-là qui constituent pour nous notre obligation. Sur les différents points évoqués, des participants se prononcent. Nous recevons la liste aujourd'hui, nous allons l'examiner, l'analyser et puis nous allons également appeler les Ivoiriens en général, mais aussi les électeurs des candidats du RHDP à aller consulter la liste électorale provisoire et s'inscrire dans le processus donc, de contentieux de la liste électorale conformément aux procédures édictées par la loi. Nous appelons à un dialogue politique parce que nos exigences là dépassent la CEI. C'est une question de dispositif. Quand on parle de composition de la CEI, ce n'est pas la CEI qui va se dissoudre. Quand on parle d'impartialité de la CEI, ce n'est pas la CEI qui va évoquer cela. Mais la CEI peut faciliter un dialogue avec le gouvernement, avec les autres acteurs.
C'est vrai, il y a beaucoup de griefs. Aucune liste électorale ne pourrait être parfaite. La perfection n'existe pas. Mais il faut que par un dialogue, nous puissions trouver solution. Il faut avoir confiance en nos institutions, à l'institution qu'est la CEI. La question de confiance se pose fondamentalement et ça, c'est fâcheux. J'espère qu'on aura le temps de s'asseoir pour continuer de discuter. Nous, on va regarder la liste. Les choses qu'on a dénoncées, on va continuer de les dénoncer et on va s'organiser pour vraiment, cette fois-ci, qu'il y ait une liste électorale qui favorise la transparence et qui fasse en sorte qu'il n'y ait pas de violence dans notre pays. Opération ouverte par la remise de la liste provisoire aux partis politiques. La liste provisoire va être affichée jusqu'au 21 mars 2025 dans tous les lieux de vote du pays. Elle peut être également consultée sur le site internet de la CEI, www.cei.ci ou en tapant le #919 #. 2 mois après le début de la campagne, les difficultés des transformateurs nationaux de noix de cajou s'accumulent. La situation est si difficile qu'ils peinent à approvisionner leurs usines. Au cœur de ces difficultés, la Banque nationale d'investissement, dont le financement n'arrive toujours pas. Regroupés au sein du GTCI et de l'Aprotic, les transformateurs locaux s'inquiètent et redoutent même une cessation des activités. Le récit de Pierre Dipomela. 2 mois après le début de la campagne, les transformateurs nationaux, regroupés au sein des groupements du GTCI et de l'Aprotic, demeurent toujours sans financement, alors qu'il ne leur reste que jusqu'à la fin du mois de mai pour espérer s'approvisionner en noix brutes. Suite à l'intervention du Premier ministre, les transformateurs nationaux ont reçu il y a quelques jours l'annonce d'un financement bancaire de la Banque nationale d'investissement correspondant seulement à la moitié de leurs besoins en financement nécessaires pour atteindre l'équilibre de leur capacité de transformation évaluée par le Conseil Coton Anacarde. Ainsi, la mise en place éventuelle de ces financements partiels, les transformateurs nationaux devront tourner cette année en sous-capacité et subir des pertes importantes à moins d'un revirement de situation. En attendant ce revirement de situation, rendons-nous à 240 km d'Abidjan, dans la ville de Dimbokro, la capitale de la région du Onzi. Les plus anciens d'entre vous se souviendront que cette ancienne boucle du cacao a abrité les festivités de l'an 15 de l'indépendance de notre pays. La ville a longtemps baigné dans le développement et attiré de nombreux opérateurs économiques. Les acquis de l'indépendance de 1975 ont cependant disparu, rendant la ville de Dimbokro méconnaissable. Aujourd'hui, c'est un effort de reconstruction qui est mené sur le terrain par l'équipe municipale. Un chantier colossal au vu de la détérioration des infrastructures. C'est un constat de Nadia Ija et Eric Kimou. En 1975, Dimbokro, la Belle, recevait l'an 15 des festivités tournantes d'indépendance tournante. Dans cette localité haute, est né et a grandi ce couturier. Des décennies après, il se souvient avec nostalgie de l'engouement et de la ferveur autour de cet événement. Il y avait une fourgonnette qui était garée dans la voiture et dans la cour, auquel nous, on nous mettait sur la fourgonnette et on applaudissait les personnes qui défilaient. Tout était représenté sur des voitures, les activités, c'était le café, le cacao, le manioc. Il y avait des voitures qui défilaient et les braves femmes étaient sur ces voitures-là, en train d'activer comment chose, tout ça là. Comme retombée, la ville bénéficie d'infrastructures de base majeures dans l'Union industrielle textile de Côte d'Ivoire, dans le secteur de l'industrie, l'hôtel Sieto, dans le tourisme, un marché moderne R+1 pour les activités commerciales, une gare ferroviaire pour le transport et un stade pour le domaine sportif, d'une cité et bien d'autres. On était tout jeunes, mais on a vu nos parents, qu'on sentait qu'ils étaient heureux. On lisait un peu sur les pagnes d'Immokro Label, on voyait qu'il y avait une piste d'atterrissage hélico, il y avait un aérogare. Bon, vraiment, tout était réuni pour vraiment faire en sorte que la ville vive. Et les week-ends, les gens qui étaient Boaké, qui étaient Yamoussoukro, qui étaient Abidjan, pour venir passer les week-ends ici à Dimbokro. Outre ces infrastructures qui font rêver, la ville est aussi l'épicentre de la production cacaoyère. Aujourd'hui, cette belle époque est un souvenir lointain. Dans les années 80, le verger est détruit à la suite d'une sécheresse. Dès lors, les infortunes se succèdent. L'hôtel Sieto sombre en 1984.
Lutexi met la clé sous le paillasson. En 2006, le Grand Marché, un des acquis de l'indépendance, part en fumée. Celle qu'on surnomme avec fierté la cité du bonheur partagé n'a désormais plus grand-chose à offrir. Un constat amer pour ses habitants. Vraiment, quand on se souvient du passé, c'est pas gai. Pas du tout gai. Parce qu'à l'époque, bien vrai que tout le monde ne travaillait pas, mais chacun trouvait facilement à manger, chacun scolarisait ses enfants. Je voudrais qu'aujourd'hui, le gouvernement puisse quand même réouvrir Lutexi, même si ce n'est pas pour faire à 100% le textile, il peut convertir l'usine pour faire beaucoup de choses. Donc mon souhait aujourd'hui, c'est que l'usine soit ouverte pour que nos frères, nos enfants, nos soeurs puissent travailler. Face à ce constat, la Renaissance taraude tous les esprits ces dernières années. Ainsi, lors de la visite du chef de l'État, lui-même natif de la ville, le stade Samba Koné fait peau neuve. Plusieurs kilomètres de voiries sont réhabilités. Dans l'optique de préserver les acquis infrastructurels, un décret a été adopté en Conseil des ministres du 16 octobre 2024 pour la réhabilitation de l'hôtel Cieto. Du côté du conseil municipal, il est prévu la construction d'un nouveau marché. Mieux, les infrastructures récentes, notamment l'hôpital, sont renforcées. À la renaissance de la ville, parce que quand vous parcourez les artères de la ville, vous voyez que la ville commence à respirer. Nous avons déjà tout donné à la Côte d'Ivoire et nous voulons continuer de donner à la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi on doit travailler pour que nous soyons toujours une plateforme importante dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est à ça que nous travaillons avec M. le maire. Sur le plan économique, la ville tente de se remettre sur les rails grâce à la culture de nouveaux produits agricoles pour permettre à ce chef-lieu du Hunzi avec ses 80 000 habitants de retrouver son lustre d'antan. L'actuelle équipe municipale axe ses actions autour de 5 piliers. Une lueur pour les populations qui veulent rester confiantes quant à l'arrivée des beaux jours. De beaux jours, les habitants de Port-Bouët et de tout le district d'Abidjan vont connaître cette bonne nouvelle, surtout pour les usagers du carrefour à Kouaba. C'est ce mercredi 19 mars que l'échangeur sera officiellement inauguré et ouvert à la circulation. Les travaux ont démarré en 2021 et depuis, c'était une véritable galère pour se déplacer à cet important carrefour. Les habitués de la voie vivent d'ailleurs les derniers bouchons et sont impatients de pouvoir circuler sur l'échangeur. Nadia Eja, Tanguy Konan. On y passe en arrivant par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, après un voyage dans les airs, mais aussi en arrivant par la frontière est du pays. Le carrefour à Kouaba à la croisée des boulevards Félix Houphouët-Boigny, boulevard Hortense Akaangui, boulevard Jean-Baptiste Moquet et boulevard de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est rentré en aménagement depuis le 15 décembre 2021. 3 ouvrages sont prévus dans le cadre de ce chantier. Il s'agit en premier lieu d'un pont d'une longueur de 395,40 mètres en 2 fois 3 voies en dalle, permettant de traverser le carrefour à Kouaba sur l'axe boulevard Félix Houphouët-Boigny, route de Bassam, sans toutefois croiser les autres sorties à ce carrefour. Le deuxième consiste en la construction d'un pont de 17 mètres pour le franchissement de la ligne projetée du métro d'Abidjan. Enfin, la troisième partie des travaux porte sur un giratoire au sol de 3 voies d'une longueur de 712 mètres et à 4 branches. Une infrastructure fortement attendue par les usagers de la route. Bon, les bouchons, c'est ralenti, vraiment ça nous fatigue. On sent quand même le boulot avancer. Bon, on espère que d'ici là, ça va finir. C'est un soulagement. Merci beaucoup à ceux qui ont pensé à ça. Vraiment, c'est un soulagement. Et puis ça le fait qu'on va vite arriver au travail, on ne serait pas en retard. Tout ce qui est à Bassam, partout, ça passe ici. Donc la route est très serrée. Il y a trop d'embouteillages. Ici, à le pont, ça a diminué cet embouteillage-là. Pour les transporteurs, l'ouverture de cet ouvrage représente un gain de temps et donc plus de recettes. On n'arrive pas à faire notre recette comme il le faut. Le carburant
Vraiment, bon, ça nous fatigue, sincèrement. Si c'est fini là, c'est bon, ça va nous faire plaisir. À cause d'embouteillage, vraiment, on avait beaucoup de difficultés à faire beaucoup de tours. Et c'est avec la recette, on rentre des fois 22h, 23h. On doit se lever le matin encore pour venir travailler. Donc c'était beaucoup difficile pour nous. On prie Dieu que ça n'a qu'à finir. Merci. Financé par la Banque mondiale au profit de la Côte d'Ivoire, pour un montant global de 31,2 milliards de francs CFA, ce chantier a mobilisé 360 personnes, dont 324 employés hommes et 36 femmes. L'infrastructure de transport urbain a été exécutée sur une période de 38 mois et demi, soit 8,5 mois de plus que le délai initial de fin de travaux prévu le 15/6e mois 2024. Lors de la dernière visite du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, ce 7 mars, les travaux étaient réalisés à 99%. Selon les prévisions, l'échangeur du carrefour Aquaba sera ouvert à la circulation ce mercredi 19 mars. À Yamoussoukro, depuis plusieurs mois, ce sont des bandits de grand chemin, des criminels qui dictent leurs règles aux populations. Des vols à main armée, ils sont maintenant passés au meurtre. Des scènes de chaos qui ont semé la psychose parmi les habitants. La violence des attaques, leur fréquence et la détermination des assaillants ont plongé la ville dans un climat de peur. Cependant, la brigade de recherche et d'intervention de la police criminelle est sur leurs traces. Le récit de Faltia Koulibaly et Sylvanus Gueye. La capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, a été le théâtre de plusieurs drames causés par des criminels. L'un des événements les plus marquants est l'assassinat d'un homme d'affaires libanais poignardé chez lui dans la nuit du 11 février 2025. Un autre drame, celui d'un gérant de point de vente Mobile Money, tué en pleine journée dans le quartier Morofé et Bénézère. Nous étions assis au quartier, on a entendu des coups de fusil. Donc automatiquement, nous-mêmes, on avait fui vers la ferme de nos grands frères. Mais pour finir, on a dit comme c'est au quartier, il faudrait qu'on vienne voir ce qui se passe réellement dans le quartier. Donc nous sommes venus, on a vu notre frère en sang, qui était couché par terre. Des balles sur lui. Donc on interpellait des taximètres même qui refusaient. Donc c'est un de nos vieux pères du quartier qui a pris l'engagement. Il dit, monte dans le véhicule. Nous, on l'a soulevé pour le mettre dans le véhicule. Moi, sinon, ce qu'on m'a dit, il a fermé. Et puis il partait. Et puis j'étais à moto. On a voulu faire dépôt. Il dit, il est fermé. Hein. Ils ont fait dépôt. Puis son mati, il est allé dans son truc. Et puis maintenant, ils ont pointé l'arme sur lui. Puis ils ont tiré, première balle. Ils ont tiré, premier coup, ça l'a raté. Et puis il a lutté. C'est ce que j'aurais appris. Après des investigations minutieuses, la police a pu identifier 4 suspects appartenant à des gangs. Le premier gang, composé de 2 individus spécialisés dans le vol, a avoué leur implication dans le meurtre de l'homme d'affaires libanais. On paraît se chercher, donc en partant là, on est arrivé dans un coin. On dit non, on descend là-bas pour aller chercher les faits. On est descendu. Et il y a eu les chiens là-bas, ils ont commencé à boire. On a commencé à se mettre en fuite. Donc en partant, on a trouvé qu'il y a une lumière qui s'allume sur l'étage là-bas, de Libanais. Je suis rentré premier, quand je suis rentré, il m'a suivi. Il a pris le besque là. Il dit bon, ancien Allon. C'est lui qui est rentré dernier. Il dit mais est-ce que tu es parti de l'autre côté là-bas, vers Chama? Il dit non. Il dit mais il y a eu un besque là. Donc il est parti là-bas. C'est ça, moi, j'ai décalé porte. J'ai décalé pour que si en cas d'un problème, qu'on puisse s'échapper. Donc lui, il a vu le téléphone, gros téléphone, Android, il voulait prendre. Donc en plongeant au poignard, c'est dans ça, le monsieur libanais, il s'est réveillé. Ils ont commencé à se battre. En faisant le palabre, il a pris couteau pour le blesser. Et moi aussi, j'ai pris tenaille. On avait tenaille à main. J'ai pris pour le taper. Vers ici. Concernant le deuxième gang, responsable du meurtre du gérant de Mobile Money, 2 de ses membres ont été arrêtés. Lors de leur interpellation, un échange de tirs a éclaté avec la police, entraînant la mort de l'un des criminels,
tandis que leur chef est parvenu à s'échapper. Les investigations se poursuivent pour retrouver tous les complices. Les suspects arrêtés ont été transférés au parquet de Toumoudi, où ils devront répondre de leurs actes devant la justice. Nous vous le disions en titre, le groupe armé M23 qui affronte le gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'est du pays a annoncé aujourd'hui qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues demain mardi à Luanda. Kinshasa a par ailleurs confirmé de son côté sa participation malgré ce désistement. C'est ce que nous montre Pierre Dipomela. Ces pourparlers devaient être les premiers entre Kinshasa et le M23 depuis que le mouvement a repris les armes en 2021 dans l'est de la RDC, s'emparant de vastes pans de territoire. Dans un communiqué, le M23 accuse certaines institutions internationales de délibérément saboter les efforts de paix, faisant notamment référence aux sanctions imposées lundi par l'Union européenne contre certains membres du groupe armé. Le groupe armé antigouvernemental dénonce aussi la poursuite d'une campagne belliciste du gouvernement de Kinshasa. Dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. En conséquence, notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions. Estime le M23. La RDC a, elle, maintenu sa participation. Dans la matinée, l'Union européenne a pris une nouvelle série de sanctions contre des acteurs du conflit dans l'est de la RDC, parmi lesquels plusieurs dirigeants du M23, dont son chef, Bertrand Bisimwa, mais aussi plusieurs responsables de l'armée rwandaise. Selon les experts de l'ONU, quelques 4000 soldats rwandais appuient le M23, mouvement qui affirme défendre l'intérêt des populations Tutsi de l'est de la RDC. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Ne décrochez pas, dans quelques instants, Focus Fait Divers revient avec une histoire tout aussi palpitante. Et juste après Focus Fait Divers, vous avez droit à un nouveau numéro de NCI Sport avec Tia autour de la table, ce consultant pour le débat. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.